Bonsoir, voici les titres de ce journal. Des dizaines de milliers de retraités ont manifesté dans plusieurs villes de France pour la défense du pouvoir d'achat et les régimes de retraite. La fermeture annoncée des chantiers navals du Havre. Plus de 2000 emplois directs et indirects seront supprimés. L'espoir d'une reprise des ateliers chantiers du Havre est abandonné. Combattre la douleur d'un enfant malade, c'est un nouveau défi pour la médecine et les laboratoires. Présentation de nouveautés thérapeutiques et reportage dans un service pédiatrique. Donnons des couleurs à l'hôpital. L'opération lancée par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France en faveur des personnes âgées hospitalisées. La présidente de la Fondation, Madame Bernadette Chirac, et le parrain de cette campagne nationale de solidarité, Aimé Jacquet, sont nos invités. Au Havre, l'avenir des chantiers et ateliers navals se limite désormais à moins de 2 ans. L'arrêt de ces chantiers havrais est programmé puisque l'espoir d'une reprise a été abandonné aujourd'hui, faute de repreneurs. Officiellement, on prévoit un programme de reconversion industrielle car il y aurait 2000 emplois menacés. Commentaire Éric Vastio. Avant même l'annonce officielle de la fermeture, quelques 400 salariés des ateliers et chantiers du Havre, les ACH, manifestaient leur mécontentement. De son côté, le maire RPR Antoine Ruffnac dénonçait la brutalité du gouvernement. Les chantiers fonctionneront 2 ans encore, le temps de terminer leur dernière commande, la construction de 3 cargos chimiquiers. Jusqu'au dernier moment, au Havre, on a cru que le groupe anglo-norvégien Gwerner allait faire une proposition sérieuse de reprise. Faux espoir. Le gouvernement a donc décidé la fermeture. Depuis 1997, l'État a injecté chaque mois 100 millions de francs pour aider cette entreprise privée. La situation dont nous héritons aujourd'hui, dont les travailleurs salariés de l'entreprise héritent aujourd'hui, est largement explicable par le fait qu'en 1995, on a pris une commande très technique, très difficile à réaliser, et qui, malgré le remarquable savoir-faire des équipes des ACH, était très différente de ce que ces chantiers ont toujours fait. Coup dur pour les 800 salariés, coup dur pour les 700 emplois temporaires, coup dur pour toute une ville. Le gouvernement a promis un plan de reconversion pour les salariés et la modernisation du port, une aide qui reste à chiffrer. La fermeture des chantiers du Havre, c'est tout un symbole. Jean-Paul Chapelle, vous êtes en direct du Havre. Alors c'est un petit peu une histoire qui s'achève, je suppose, au Havre. Oui, tout à fait. C'est la fin d'une époque. 2 siècles de tradition maritime qui s'achèvent ce soir. Vous vous apercevez peut-être derrière moi un des tout derniers navires fabriqués ici dans les chantiers navals. C'est un véritable bijou de technologie. En quelque sorte la Rolls-Royce de la construction, mais ça n'est plus du tout rentable malheureusement. Alors quand ils ont appris la nouvelle, les habitants ont été évidemment très tristes parce que ici chacun connaît dans sa famille quelqu'un qui travaille ou a travaillé dans les chantiers navals du Havre. Ils ont tous la fierté d'avoir vu construire ici les plus grands paquebots et les plus grands paquebots à voile du monde, notamment Club Med 1, Club Med 2. Et un des ouvriers me disait tout à l'heure son amertume en disant le gouvernement prétend doubler le trafic portuaire du Havre, c'est absurde parce que ça consiste à avoir 100 stations essence. C'est vrai, c'est un coup dur porté à toute une région où le taux de chômage est d'environ 16%. Bien sûr, les 2500 personnes qui travaillent directement ou indirectement pour les chantiers ne seront pas licenciées demain. Théoriquement, il y a du travail pour encore 18 mois, mais personne ici n'aura le cœur à l'ouvrage pour exercer un savoir-faire qu'ils savent désormais condamner. Merci Jean-Paul. Plusieurs grèves des transports en France aujourd'hui, à Chambéry en Savoie, dans les banlieues de l'Est de Lyon, après des agressions commises contre un bus, et puis à Lille où le mouvement a été reconduit pour ce jeudi. Il n'y avait pas de bus et pas de tramway. Les revendications portent sur l'insécurité et les conditions de travail. Reportage de nos correspondantes Marianne Mass et Dominique Mass. À Lille, l'arrêt des métros n'aura duré que 24 heures. Par contre, bus et trams étaient toujours à l'arrêt aujourd'hui pour cause de revendications non satisfaites. Au cœur du problème, toujours l'insécurité. Pour les chauffeurs et les contrôleurs du réseau, il s'agit de redéfinir les missions et d'assurer une vraie formation des personnels. Si on veut vraiment sécuriser aussi bien les personnels que la clientèle, il faut de la présence et il faut des équipes formées. Je crois qu'on ne peut pas envoyer des emplois jeunes avec une formation restreinte sur des problèmes importants comme les problèmes de sécurisation qu'on vit actuellement sur le réseau. Vincent est chauffeur auxiliaire depuis 5 ans et même s'il aime son métier, il déplore que ce soit devenu un métier à risque.
Les problèmes qu'on a actuellement, c'est des problèmes qui sont liés à la société, pas forcément au métier en lui-même. Avant, il y avait certains quartiers qui étaient plus touchés que d'autres. Maintenant, ça arrive à n'importe quel endroit et n'importe quand. Donc on ne peut rien prévoir et c'est de plus en plus dur à vivre. Quand je suis rentré dans l'entreprise, on nous a dit que demander les titres de transport, c'était un petit peu considéré comme de la provocation. Alors qu'il n'y a rien de mal à demander aux gens qui montent s'ils ont leur titre de transport. Ce mouvement, c'est beaucoup de frustration accumulée et au final, pour la société, le plus dur, c'est de trouver des chauffeurs encore motivés. Dernièrement, il fallait quelques contrôleurs. Bon, il y a tout pour travailler sur le réseau, donc malgré tout en contact avec les clientèles, mais en groupe. Bon, il y a une majorité de conducteurs qui ont postulé pour quelques places, donc on voit bien le malaise des conducteurs. Ce soir, le malaise persiste. Le mouvement a été reconduit pour demain. Non, mais c'est vrai que par rapport... Une journée pour l'emploi avec un nom qui en rappelle un autre, le Marketon, une 7e édition au cours de laquelle des femmes et des hommes se mobilisent collectivement en allant frapper aux portes d'entreprises, d'administrations ou de professions libérales pour obtenir le plus grand nombre de promesses d'emploi. En 6 ans, plus de 21 000 emplois ont ainsi été créés. Aujourd'hui, en région parisienne, nous avons suivi cette course à l'emploi originale et efficace. Reportage Yann Fronty, Didier Rancoeur. Aujourd'hui, donc on va partir, on va faire la rue principale. Luc, Elisabeth, Cécilia et Nora se rencontrent pour la première fois. Ce qui les rassemble, une volonté commune de sortir du chômage. Aujourd'hui, ils sont particulièrement motivés. Ils se préparent à faire du porte-à-porte, à démarcher des entreprises pour récolter des promesses d'emploi. Originalité de cette initiative, la recherche est collective. C'est super parce que finalement on n'est pas tout seul. On voit qu'on est plusieurs dans la même galère. Et puis bon on s'entraide, on a les coudes soudés quoi. 9h, coup d'envoi de l'opération, nom de code, le Marketon. Cible désignée, les commerces de la rue principale. Je voudrais être positif, ça me ferait plaisir, mais malheureusement, c'est pas le cas. La tâche s'annonce difficile, les refus polis se multiplient, mais notre groupe persévère, l'équipe est décidée et ça paye. On a beaucoup de mal à trouver, on cherche surtout des techniciens. Donc fin de matinée, le bilan s'avère positif. Ça va, vous avez encore le moral? Bien sûr, on a eu quand même deux promesses d'emploi, c'est quand même pas mal dans la matinée. Puis bon, ça va peut-être déboucher sur quelque chose, pas forcément pour nous, mais pour quelqu'un d'autre. Il y a un an, Raphaël était au chômage. Aujourd'hui, grâce au Marketon, il est ingénieur. On met le pied dans l'entreprise et on passe pas par l'intermédiaire d'un envoi de CV, de lettres, d'appels où il faut déjà passer la standardiste, etc. Là, vraiment, on sent des gens très très motivés. Donc on a été séduit par cette idée. Qu'on y croyait vraiment fort, c'est pas sûr, mais toujours est-il que ça s'est avéré positif. L'année dernière, près de 13 000 promesses d'emploi ont ainsi été recueillies. À l'arrivée, plus de 8 000 d'entre elles se sont transformées en emplois fermes. Les manifestants dans les rues ont changé d'âge, mais n'ont pas perdu en vigueur. Aujourd'hui, dans de nombreuses villes françaises, des dizaines de milliers de retraités et pré-retraités ont manifesté pour la défense de leur pouvoir d'achat et le maintien des régimes de retraite actuels. 5 unions syndicales de retraités avaient appelé à ces manifestations. Voyez le reportage à Paris de Frédéric Crotta et Jean-Louis Melin. La présence de chiens policiers aurait été très malvenue. Les manifestations se suivent mais ne se ressemblent pas. Cet après-midi, les seniors se sont conduits comme des anges. Les casseurs, avec les lycéens, comme c'est des jeunes, ils se cachent dans les jeunes. Ici, s'ils se cachent dans les vieux, ce sera difficile. Mais attention, nous sommes solidaires des jeunes lycéens qui manifestent. Hein, pour leur... J'ai 72 ans, monsieur. Monsieur, il a quel âge? 74. Manifester est devenu une vocation. Cette ancienne aide ménagère touche 2600 francs de retraite. C'est votre première manif? Ah non, oh là là, ni la première ni la dernière. Ils sont tous venus pour défendre leur pouvoir d'achat qui aurait, selon les syndicats, baissé de 10% en 12 ans. Ils sont venus pour se battre pour leur retraite et celle de leurs enfants et petits-enfants. Je défends la retraite de ma grand-mère et je prépare la mienne aussi. Eh ben, j'ai recruté ma petite fille pour manifester parce que la retraite, les enfants et les petits-enfants en profitent aussi. Ouais. On est obligés. On voit tant de gaspillage d'argent actuellement que vraiment on a le droit de se fâcher quand on prétend qu'on est des nantis. Vous n'avez pas l'air contente, madame. Ah non, pas du tout. Pourquoi?
Parce que nos retraites diminuent de plus en plus, et ça ne peut pas aller. S'il donne de la voix, c'est pour se faire entendre. Ce cortège complètement hétéroclite et bon enfant s'est dispersé en fin d'après-midi sans heurts, mais avec une certaine lassitude au niveau des jambes. Mais outre ce défilé dans la capitale, les retraités regroupés par région et par profession ont manifesté à Lyon, vous allez voir ces images, à Nantes où ils étaient également près de 10 000 à chaque fois, à Marseille, à Toulouse, dans de nombreuses autres villes. À chaque fois, les protestataires critiquaient les projets budgétaires du gouvernement pour 1999 qui ne comportent, selon les manifestants, aucun élément de nature à redresser la fiscalité discriminatoire dont les retraités sont victimes. Selon les estimations, il y aurait actuellement 17 millions de personnes de plus de 50 ans en France. Tous ne sont pas à la retraite, bien sûr, et loin s'en faut, mais ceux que l'on appelle les seniors disposent, selon les statistiques, d'un revenu annuel global de 800 milliards de francs. Plus précisément, la moyenne des ressources des retraites serait équivalente à 8 000 francs. Donc les plus riches, ceux qui sont largement au-dessus de cette somme moyenne, représentent une cible commerciale forte, intéressante pour les entreprises de loisirs, entre autres. Quelques exemples de l'importance de ce marché, entre guillemets, avec le reportage de Jean-Bernard Schmitt et Yann Jiquel. États-Unis, Canada, on pourrait peut-être faire le Québec. Le Québec ou le Vietnam. Roger et Jacqueline Madinger n'ont pas encore choisi leur prochaine destination. Ce qui est sûr, c'est qu'ils partiront loin et longtemps. Depuis qu'ils sont à la retraite, les voyages sont pour eux une priorité. Chaque année, on fait un grand voyage, donc on consacre grosso modo, je dis un grosso modo, 40 000 francs. 2 fois 20 000, ça fait à peu près ces grands voyages. Ensuite, on fait un voyage dans la métropole. Bon, on compte 5, 6, 10 000 francs au maximum. Du temps libre pour profiter de leur argent, c'est ce qui caractérise les seniors. Au-delà des voyages, ils dépensent beaucoup pour leur voiture, leur alimentation, leur santé. Même si les seniors sont loin d'avoir tous une vie aisée, leur niveau de vie dépasse en moyenne de 30% celui des personnes plus jeunes. Une force de consommation que certains, comme Jean-Paul Tréguer, tentent de capter. Il dirige la seule agence de marketing en Europe spécialisée dans les plus de 50 ans. Son travail, adapter les produits aux demandes spécifiques des seniors. Avec l'âge, l'arthrose se développe dans les mains et donc on crée des ciseaux confortables à utiliser. Ou bien des produits ménagers comme un épluche patate qui est conçu pour les mains arthrosées. Mais vous avez aussi des gens qui ont compris qu'avec l'âge, la vue baisse. Et voilà, par exemple, les téléphones à grosses touches qui ont un énorme succès auprès des seniors. Depuis que je suis... Et aussi à destination des seniors, des cartes de fidélité et des tarifs préférentiels dont les loueurs de voitures ou les assureurs font la promotion. Et pourtant, ça ne suffit pas. Les entreprises, dans leur écrasante majorité, oublient complètement le marché des seniors, ne s'y intéressent pas, ont peur de l'image des seniors, de la vieillesse. Et donc, on peut compter sur les doigts de quelques mains les entreprises qui, en Europe, s'intéressent aux seniors. Aux États-Unis, la principale association américaine est une association de retraités qui négocie des tarifs avantageux, qui négocie des jours d'ouverture des boutiques pour les retraités avec des ristournes. On n'en est pas encore là en France, et peut-être d'ailleurs qu'on n'en arrivera pas là, parce que les retraités ne veulent pas être un ghetto. D'ici 2005, il y aura en France 20 millions de seniors. D'où l'importance pour les entreprises de se positionner de plus en plus sur le marché que représentent les retraités. Les lycéens et les enseignants appellent à une manifestation au nom d'une coordination interacadémique le 5 novembre prochain. Mais aujourd'hui, plusieurs petits défilés ont eu lieu, notamment à Montpellier, à Tarbes et en Haute-Normandie. D'autre part, le ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, dans une interview publiée par le Figaro, promet aux enseignants et aux chefs d'établissement d'améliorer leurs conditions de travail en 1999. En Guadeloupe, c'est une série de mouvements de grève qui nourrissent une très forte tension sociale sur l'île. Une pénurie de carburant est constatée, il y a eu des heurts avec les forces de l'ordre. Depuis une semaine, les ordures ménagères ne sont plus ramassées à Pointe-à-Pitre. Il y a d'autre part une grève dans les cantines scolaires et puis un conflit dans un centre hospitalier. Vous voyez, pour les tas d'ordures ménagères entassées non plus ramassées depuis une semaine, donc à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Devant l'Union professionnelle artisanale, le Premier ministre a reconnu que la loi sur les 35 heures avait du mal à appréhender la réalité des petites entreprises. Mais M. Jospin assure que la négociation permettra de trouver les modalités nécessaires pour faire vivre cette loi des 35 heures. À Toulon, un adjoint au maire Front National entendu dans une affaire de mœurs. Cet homme, président de l'office municipal HLM, a été convoqué à l'hôtel de police de Toulon. Cette affaire affaiblit un peu plus encore la position de M. Le Chevalier et de la majorité Front National de la ville au bord
de l'éclatement. Reportage à Toulon, Michael Darmon, Vincent Desombres et Éric Georgeot. Jean-Pierre Calonne pensait se rendre à une simple convocation de la PJ, mais dès son arrivée au commissariat, cet adjoint au maire de Toulon, président de l'office HLM, est placé en garde à vue. Les enquêteurs l'interrogent encore actuellement, à propos notamment de plusieurs dépositions contre lui liées à des pratiques d'harcèlement sexuel. Selon les témoignages recueillis par la PJ, le président de l'office HLM de Toulon aurait ainsi fait pression sur ses victimes contre un emploi ou un logement social. L'élu, lui, crie au complot. Derrière tout ça, il y a des règlements de compte pour pouvoir arriver à m'enlever les HLM. Il faut que le texte dise ceci, il faut que je sois frappé d'indignité. Alors moi je pense que c'est ça, on essaie de me faire frapper d'indignité. L'allusion vise clairement Jean-Marie Le Chevalier, en conflit depuis longtemps avec son adjoint. C'est d'ailleurs le maire qui transmettra un dossier au procureur de la République. Il n'y a aucun règlement de compte. Il y a des accusations qui sont portées contre lui, notamment par une personne de son personnel, et qui est à la justice. Par conséquent, la justice a auditionné un certain nombre de personnes, de dames, et c'est la justice maintenant qui a l'affaire en main. Une affaire qui intervient à un moment où la majorité municipale semble au bord de l'implosion. Et comme Jean Ferrari, de plus en plus d'élus FN dénoncent la débandade de l'équipe Le Chevalier. Nous allons à l'échec. Nous allons vers une dispute générale entre nous, ça c'est quasiment sûr. Jean-Pierre Calonne pourrait être présenté dès demain au parquet de Toulon, dans cette ville où la série noire continue pour le Front National. À Paris, l'avocat général de la Cour d'appel a requis cet après-midi 15 mois de prison avec sursis, 300 000 francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité contre M. Gérard Longuet. L'ancien ministre est accusé de recel d'abus de crédit. En première instance, il avait été relaxé. Il n'est pas fréquent qu'un ministre vienne au lancement d'un médicament. Le ministre en question, c'est M. Bernard Kouchner, et le médicament est un sirop à la codéine destiné à combattre la douleur de l'enfant. Cette douleur des tout petits enfants, parfois après des opérations, était jusqu'à présent soit méconnue et parfois niée. Dans les hôpitaux, le personnel spécialisé, souvent avec les parents des enfants malades, a mis au point des gestes précis contre la douleur. Reportage au service pédiatrie du CHU de Grenoble, Benoît Thévenet, Philippe Deslandes et Jean-Louis Bousser. Emma est fatiguée. Hier, elle a subi une importante opération de l'estomac, mais sa douleur est en partie calmée. Tu veux du poisson? Régulièrement, une petite pompe lui injecte de la morphine. Mais quand elle a trop mal, sa maman peut elle-même augmenter la dose. C'est à l'observation, au mouvement, et puis où on imagine qu'effectivement elle peut avoir mal, et puis aussi des fois c'est émouvant parce qu'on se rend compte qu'ils ont mal et qu'ils supportent, quoi. Toutes les heures, une infirmière note l'évolution de la petite Emma et en réfère éventuellement au médecin. Hein? Tu as plus mal maintenant? Entre 0 et 3 ans, seule l'observation des gestes, des postures, des mimiques permet d'évaluer correctement la douleur. Les soignants disposent d'un atout supplémentaire, le regard des parents. Ils peuvent dépister très rapidement des signes d'alerte de douleur, des modifications de comportement, des pleurs particuliers, des états un petit peu de prostration même, qui peuvent faire penser que l'enfant souffre pour une raison qu'il faut déterminer. Depuis 5 semaines, la salle de jeu de Laurette, c'est sa chambre d'hôpital. À 2 ans, elle lutte contre une leucémie. La terreur de Laurette, c'était les piqûres qui lui abîmaient les veines. Maintenant, grâce à un tuyau relié en permanence à une grosse veine, les injections sont indolores. Chaque fois qu'une prise de sang est réalisée, ou bien des injections intraveineuses, tout passe par ce dispositif qu'elle a donc ici. Laurette a un gros pansement. Et donc chaque fois qu'il y a un travail qui doit être réalisé sur Laurette, on passe par ce dispositif. Mathéo, lui, n'est pas malade, mais il est venu au monde avec 2 mois et demi d'avance. Un peu tôt pour quitter la chaleur du ventre de sa mère. Tout est fait avec douceur pour atténuer la souffrance. Les gestes sont adaptés à la situation du prématuré. Et pourtant, il y a encore quelques années, on pensait à tort que la douleur n'existait pas chez le tout petit. Il y a déjà une souffrance psychologique due à la séparation. Et puis, il y a beaucoup surtout à l'arrivée de l'enfant, il va y avoir pas mal de soins agressifs qu'on sait douloureux, comme des prises de sang, des prises de voies veineuses, passer des sondes gastriques, enfin, pas mal de soins techniques qui ça fait mal, parce que ça fait mal chez l'adulte, et qu'on sait que le tout petit ressent la douleur de la même façon qu'un plus grand. Du premier au dernier jour de la vie, la souffrance est maîtrisable. Même si la France est plutôt bien placée dans ce domaine,
il reste encore beaucoup à faire pour aider ceux qui souffrent et préserver leur dignité. Le Parlement européen à Strasbourg a décerné au président des Albanais du Kosovo, M. Ibrahim Rugova, que vous voyez ici, le prix Sakharov. M. Rugova mène depuis 10 ans un combat pacifique pour l'indépendance de la province. Il reçoit ce prix Sakharov, qui a été institué en décembre 1985, en récompense de son action en faveur de la défense des droits de l'homme au Kosovo. En Allemagne, le nouveau code de la nationalité préparé par le gouvernement social-démocrate et vert s'appuiera sur le droit du sol. Et 900 000 Turcs pourraient ainsi prétendre à la nationalité allemande. Depuis 4 ans, un Turc est député écologiste au Parlement allemand. Portrait de cet exemple réussi d'intégration avec le reportage de notre correspondant en Allemagne, Olivier Lerner. Son avion a 2 heures de retard, noyé dans le brouillard. Mais il arrive à bon port, à Bonn. Monsieur le député arrive tout droit de Stuttgart. Depuis 4 ans, il fait la navette pour ne jamais manquer une séance au Bundestag. Je m'appelle Cem Özdemir. Cem Özdemir, 33 ans, d'origine turque. Ils ne sont que 3 étrangers assiégés au Parlement. De nombreux Allemands me voient comme un Turc, pur et dur. Ça pose des problèmes. Certains ici ont du mal à comprendre que quelqu'un qui s'appelle Özdemir et pas Ostermayer est bien citoyen allemand et député en plus. Député des Verts, à ce titre, il donne en ce moment des conférences de presse sur l'abandon du nucléaire. Salle fermée, annulée, et personne aujourd'hui pour s'excuser. Cem Özdemir court après la politique depuis sa plus tendre enfance. Ce député, pas tout à fait comme les autres, tient bureau ouvert pour les étrangers qui le sollicitent beaucoup. Il ne s'arrête pas simplement aux questions d'environnement ou d'écologie. Ministre, oui, pourquoi pas, s'il continue sur sa lancée. Les contrôles de police, il connaît bien. Alors il montre souvent cette carte, sa carte de député qui fait blêmir le gendarme. Oui, c'est une révolution. Le code de nationalité bouge enfin. Depuis 85 ans, il était gelé. On abandonne le droit du sang pour ouvrir les portes au droit du sol. Pour nos enfants qui vont naître ici, ils auront le droit automatiquement au passeport allemand. Avec ça, l'Allemagne commence à s'ouvrir vers l'Europe. Européen convaincu, Cem Özdemir poursuit un rêve, celui de devenir le maire de son petit village près de Stuttgart, car sa patrie, aujourd'hui, c'est l'Allemagne. À Londres, une note discordante concernant l'arrestation de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet. L'ancien Premier ministre, Mme Margaret Thatcher, appelle à la libération du général Pinochet en affirmant qu'il avait été un allié fidèle des Britanniques pendant la guerre des Malouines contre l'Argentine. C'était en 1982. Et puis le juge espagnol Baltasar Garzón a l'intention de demander l'extradition de M. Pinochet dès le début du mois de novembre, si la décision lui est favorable, la décision de l'audience nationale espagnole qui a donc été saisie d'un recours du parquet sur cette demande du juge. Ensuite, il y a eu des manifestations tout au long de cette journée à Santiago du Chili. Ce jeudi, c'était contre Pinochet et malgré l'interdiction du gouvernement chilien, des manifestants voulaient fêter cette arrestation de l'ancien dictateur. Ils se sont rassemblés, de très importantes forces de police se sont opposées et des dizaines de personnes ont été arrêtées donc à Santiago du Chili. Un ancien satellite soviétique, Cometa, prenait des clichés très détaillés de grandes villes internationales, ainsi Londres, Berlin, New York ou encore Paris, étaient photographiés avec beaucoup de précision par ce satellite qui a été reconverti et revendu à une société européenne. Voici quelques-unes des images prises par cet ancien satellite espion, images publiées pour certaines par notre confrère, le magazine L'Express. Commentaire Jean-Claude Alanic. Paris, sous l'œil de Moscou. L'étoile, les Champs-Élysées, l'image paraît presque banale. Ce n'est pourtant pas une simple vue aérienne, mais une image volée par un satellite espion russe. L'exploit, c'est d'obtenir une telle précision à partir d'une caméra placée en orbite 250 km au-dessus de nos têtes. Il y a quelques semaines, ces images étaient encore un secret défense de l'armée rouge. On les a obtenues en se rendant en Russie, à l'agence spatiale russe. Et en fait, on est la première entreprise française à pouvoir réellement diffuser dans le grand public ces images espionnes. Vous avez payé cher ? Oui, très cher. Ce secret-là sera bien gardé. En revanche, les Russes n'hésitent pas à avouer qu'ils continuent consciencieusement à filmer tous les mouvements de voitures autour du Pentagone et de la Maison Blanche.
On peut savoir assez précisément combien de personnes travaillent au Pentagone. Il suffirait en plusieurs passages d'aller compter les véhicules. Et puis ça permet également de voir tous les schémas routiers et leur évolution éventuelle. Des renseignements certes assez faciles à obtenir en Occident. Mais ces vues plongeantes sur la cité interdite de Pékin et sur la place Tiananmen ont suscité la colère des Chinois. Et pourtant, ces images sont loin de révéler tout ce qu'un satellite espion peut vraiment faire. Il existe bien entendu, au niveau des satellites espions, comme on les appelle aujourd'hui, des définitions beaucoup plus précises. On peut voir qui arrive dans la cour de l'Élysée. Mais ces images-là, même les Russes ne sont pas prêts à les vendre pour l'instant. À 202 mètres de profondeur, dans un glacier du Groenland, Jeannot Lamberton, glacionaute français, vient de battre un record. Depuis 9 ans, sur une grande île arctique danoise, des expéditions successives descendent toujours plus profondément dans les glaciers et accomplissent ainsi des missions scientifiques. Les images sont exceptionnelles et les découvertes également. Commentaire Alexandre Cara. Du cercle polaire, il est une terre oubliée des hommes, un immense désert glacé, comme un paysage sans cesse répété. Pourtant, chaque année, ils sont une poignée à braver le froid pour chercher l'aventure. Jeannot Lamberton et ses compagnons se sont baptisés les glacionautes parce qu'ils descendent dans les entrailles des glaciers, là où jamais aucun humain ne les a précédés. Au siècle dernier, une aventure comme ça, on en aurait fait un roman, 200 mètres sous la glace, ou même la machine à remonter le temps. Blanc et bleu, ça fait une année. Alors, on se rend compte tout de suite sur 200 mètres de profondeur, blanc, bleu, blanc, bleu. On pourrait s'arrêter à n'importe quelle année à mesure de notre descente. On peut s'arrêter par exemple au mois de juillet 1789, faire un prélèvement à l'intérieur de cette glace, cette neige qui est comprimée, et puis même rien que de prendre cette neige dans la main, qui est de la neige comprimée, et respirer l'air de la Révolution française. À 203 mètres sous la glace, on est loin de la Révolution. On ne fait plus d'histoire, mais de la préhistoire, un bond de 250 000 ans en arrière. Moins 203 mètres, c'est un record sportif, mais aussi une chance pour la recherche. En étudiant les prélèvements réalisés, les hommes de science espèrent mieux comprendre ces formes de vie extraordinaires qui survivent, contrairement à l'homme, à l'hiver polaire. Nous sommes heureux de vous apprendre que pour 5 ans encore, France Télévisions et la Société du Tour de France cycliste resteront partenaires de la Grande Boucle. Dans 5 ans, ce sera le centenaire du Tour de France. Et puis cette invitation au cirque, celui-ci n'est pas nouveau ni traditionnel. Sous son chapiteau, c'est la musique qui accompagne toutes les attractions. Les artistes du cirque romanesque sont installés pour toute la saison d'hiver à Paris, dans le 18e arrondissement, derrière la place Clichy. Et ça se termine avec un orchestre gitan autour d'un feu de camp. Reportage Caroline Naudrin et Frédéric Basile. Il suffit de franchir une palissade pour entrer dans le monde des romanesques. Ils ont planté leur chapiteau il y a 4 ans sur le dernier terrain vague au cœur de Paris. Ils viennent du campement de Nanterre, ils sont gitans pour la plupart, de Roumanie. L'homme de cirque, c'est lui, Alexandre Bouglione. Pendant 20 ans, il a tourné le dos au monde de son enfance. Rattrapé par sa culture, il revient avec ce rêve, Allonge les jambes là, créer allonge, un cirque, allonge. plein de poésie, Allonge les pointes. sans artifice. Les pointes. Oh, les pointes. Reste là, monte, monte encore, monte. Vas-y, hop. On a gardé les disciplines les plus pures, comme la contorsion, le trapèze, le funambule. Et nous, on a fait les choses avec beaucoup de simplicité. Et puis on a un cheval, un chat, une colombe. Et c'est tout. Chez Romanesque, tout se fait naturellement. Il y a d'abord l'orchestre qui entraîne le spectateur dans un rythme effréné. Pas de coulisses. Les artistes, la famille sont là en permanence. Chacun y va de ses numéros avec grâce et simplicité. Il y a souvent un petit peu le bazar, quoi. Mais tout se passe très bien quand même. Parce que tout le monde est content, nous travaillons ensemble. Tiens, c'est toi ou c'est... Ah non, ah non, je crois que c'est toi. Et hop, c'est parti. Il n'y a pas d'ordre établi, disons, vraiment. C'est pas très strict, quoi. Mais il n'y a pas que des gitans, il y a aussi de jeunes artistes qui viennent là pour travailler librement. À force de partager l'émotion de la piste, ils finissent par faire partie de la famille. Betty, la fille de Ferriste, est là depuis le début. Là, la musique, elle m'amène beaucoup de choses, quoi. Donc j'ai envie de m'amuser dessus, j'ai envie de la suivre. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que des fois elle est un peu trop rapide, donc il faut courir derrière. Mais...
À la fin, le spectateur rentre à la maison tandis que derrière le chapiteau, la vie continue. Ils vont passer une partie de la nuit autour du feu. C'est un miracle que cette villa existe encore en plein cœur de Paris. Donnons des couleurs à l'hôpital, c'est le titre de l'opération lancée par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France en faveur des personnes âgées hospitalisées. Avec cette opération, vous pouvez aider les quelques 100 000 personnes âgées qui vivent l'hôpital au quotidien. L'argent recueilli permet d'améliorer très concrètement l'accueil des familles de patients. Exemple à Chanqueuil, c'est dans le département de l'Essonne, à l'hôpital Georges Clemenceau, où des studios ont permis d'héberger des familles de personnes hospitalisées. Reportage Sophie Mézel et Éric Georgeot. 1 heure volée l'après-midi sur sa terrasse pour tenter de penser à autre chose. Christiane Klein était architecte d'intérieur. Quand son mari Serge apprend qu'il est atteint de Parkinson, elle décide de consacrer ses jours et ses nuits à apaiser ses souffrances. Mais tu es à la maison, mon chéri. Tu es à la maison. Cet été, Serge a été hospitalisé pour tester un nouveau traitement. Durant 1 mois et demi, il est resté loin de chez lui, à 50 km de Paris, à Chanqueuil, un endroit particulièrement mal desservi par les transports en commun la semaine et inaccessible le week-end. Christiane, qui ne conduit pas, a eu la chance de pouvoir dormir sur place, dans un studio prévu à cet effet. L'hôpital gériatrique Georges Clemenceau, c'est à quelques pas des chambres de patients qu'a été installée la maison des proches. Le projet gelé depuis 4 ans a pu voir le jour grâce à une subvention de la Fondation des Hôpitaux de France, 250 000 francs pour 2 studios et un salon. Depuis sa création, ce lieu a hébergé gratuitement des dizaines de familles, parfois dans l'urgence, parfois dans des moments particulièrement douloureux. Aujourd'hui, c'est toute la famille de Madame Ange qui vient lui rendre visite dans ce salon. Pour oublier l'hôpital, échapper à l'exiguïté des chambres, retrouver un peu d'intimité. Moi, je te parlais de la maison avec des pistaches que j'avais faites. Ça peut rendre la vie quand même beaucoup plus confortable. Ce sont des petits détails à gérer les uns après les autres et qui vraiment font un plus pour la vie des patients. L'hôpital de Chanqueuil espère maintenant obtenir des subventions pour créer une aire de pique-nique. Un tout petit pas de plus pour améliorer le quotidien des personnes âgées. Madame Chirac, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de voir un exemple de ce que vous, toute l'organisation, Fondation de Paris, Fondation Hôpitaux de France a réalisé. En quoi consiste cette opération Donnons des couleurs? Ça veut dire quoi, globalement? C'est donc la 2e édition, c'est la 2e année que nous menons cette opération. Elle consiste à améliorer les conditions d'accueil et de vie des personnes âgées à l'hôpital. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 100 000 personnes âgées en France actuellement hospitalisées et nous cherchons à faire de l'hôpital gériatrique non seulement un lieu de soins exemplaire, ce qu'il est de toute façon, car les équipes soignantes sont extrêmement performantes, extrêmement généreuses, mais aussi un lieu de vie plus chaleureux, où les familles, nous favorisons le rapprochement des familles, où l'accueil est plus chaleureux, où la personne âgée est moins angoissée, car quand elle entre à l'hôpital, elle est coupée de ses racines, elle est coupée de son milieu de vie habituel. Alors il y a des questions très concrètes. Qu'est-ce que vous faites de l'argent? Donnez-moi 1 ou 2 exemples pour que je sache si l'argent que je veux vous donner va être bien utilisé. C'est ça. Alors nous avons donc vu Chanqueuil, des studios qui permettent aux familles de vivre quelques jours, même 1 semaine près de la personne âgée hospitalisée. Ça c'est un gros investissement, hein, 250 000 francs, c'est beaucoup ça. Et vous avez des petites actions, je suppose. Il y a des actions moins coûteuses, ça peut être la décoration d'un mur, par exemple, dans une salle d'attente, pour le rendre plus chaleureux. Ça coûtera à peu près 5 000 francs. Ce sont des espaces tendresse, ça nous est très demandé. Parce qu'il faut savoir que c'est très démocratique, le fonctionnement de cette fondation. Les projets remontent des équipes soignantes, des malades eux-mêmes, des familles des malades de toute la France, de tous les hôpitaux de France. Et un comité d'orientation scientifique choisit dans ces projets en fonction de l'urgence, de la faisabilité et des possibilités aussi immédiates. Alors, nous avons réalisé des espaces tendresse. Ce sont des un joli espaces, mot, ça, hein, ça c'est joli, oui, fait comme... Ce sont des espaces chaleureux où la personne âgée peut recevoir ses proches, quelquefois les gens qui ont vécu auprès d'elle dans son quartier, sa famille, à Troyes, à Mâcon, à Vannes cette année. On nous demande aussi des minibus pour permettre aux personnes âgées de faire des promenades,
nous en avons financé un à Albertville, par exemple. On ne va pas détailler tous les projets, mais par exemple, parce que c'est important pour toute action humanitaire, sur la transparence financière. Oui. Pour 100 francs, quelqu'un qui vous donne 100 francs, où va cet argent en pourcentage? 100 francs de dons, 80 francs vont intégralement dans les projets. Et vous avez signé la charte, hein, je crois, de clarté financière. Nous avons adhéré à la charte, absolument. Alors, en face de vous, le champion du monde, peut-être le Français le plus connu, le plus célébré, Aimé Jacquet. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Aimé Jacquet? Aimé Jacquet, écoutez, c'est un chef d'équipe exceptionnel, il nous l'a démontré, qui a un très grand cœur, très généreux, qui s'intéresse au sort des personnes âgées. Il fait des choses très discrètement, il ne vous le dira pas, son épouse également, et il a bien voulu accepter mon invitation à parrainer Donnons des couleurs à l'hôpital cette année. Alors, je sais effectivement, j'étais témoin, vous êtes venu sur d'autres émissions comme ça de solidarité, vous aimez bien vous impliquer, mais là, je dirais, Aimé Jacquet doit être très sollicité. Alors, pourquoi spécialement pour les personnes âgées? Parce que j'avais envie de revenir un petit peu sur Terre et de me réintégrer dans la vie sociale. Et puis, Mme Chirac m'a permis justement de l'accompagner. Vous savez, on vient de vivre une période extraordinaire, pleine de générosité, de fraternité, de convivialité. Et puis, il me semble qu'il y a des similitudes avec cette mission, cette opération. Nos anciens, il faut les respecter. Il faut leur donner la possibilité de bien vivre les derniers temps de leur vie. Je crois que c'est très motivant pour moi. Et la similitude que vous faites, c'est entre une équipe qui est en pleine forme, qui peut courir, qui peut faire des exploits, et puis là, c'est des gens qui sont réduits à des états de dépendance lourds. Mais justement, ceux qui sont pas en pleine forme, toute cette jeunesse qui s'est identifiée, mettons, à cette équipe de France, eh bien, il faut qu'elle pense qu'il y a des anciens qui nous ont amené tout leur savoir-faire, toute leur expérience, et qui ont des choses, des richesses insoupçonnées à nous dire, eh bien, il ne faut pas les oublier. Au contraire, il faut les soutenir, ils ont besoin de tendresse et de chaleur. Et vous avez plutôt toujours travaillé avec des gens plus jeunes que vous, entraîné des plus jeunes. Est-ce que vous pensez que, effectivement, il y a un gros besoin de lien entre les générations? Tout à fait, nous sommes dans une situation sociale extrêmement difficile. La famille est éclatée et en France, il me semble encore qu'il y a des liens qui peuvent nous unir. Et puis ensuite, à travers cette fonctionnement, eh bien, on peut faire plein de choses, plein de belles choses. Et puis surtout ceux qui sont en pleine forme et en pleine santé. Vous attendez quoi précisément et quels sont les projets sur lesquels vous travaillez en fonction de ce qui va se passer? On pourra donner l'argent pendant combien de temps? On met son chèque dans ce petit pliant. Voilà. La Poste est partenaire. On ça et on glisse. Poste est partenaire. On trouve ces dépliants couleurs avec le papillon que je montre à l'image dans les bureaux de poste. Voilà. Il y a 17 000 bureaux de poste. Partenaires comme France Télévisions, et je vous en remercie. L'Ordre national des pharmaciens, je ne vais pas citer tous les partenaires. On choisit une couleur, on colle la couleur que l'on a choisie, on écrit son adresse, on glisse son chèque. En principe, on avait pensé 50 francs, mais ça peut être moins. On peut donner si on peut donner plus, on donne plus. Dans l'enveloppe T, on met l'enveloppe à la poste, et voilà, le geste est accompli. Voilà. Et puis on vérifiera, parce qu'il faudra vérifier l'année prochaine toutes les actions qui auront été réalisées grâce à l'argent des Français. Oui, mais je vous invite à venir voir ce que nous réalisons. On ira voir. Est-ce que Aimé Jacquet, c'est quoi le pouvoir d'Aimé Jacquet maintenant? Vous avez un pouvoir formidable en France, non? Pas du tout. Est-ce que Mme Chirac utilise votre nom, vos paroles? Parce que c'est fort, ça. Non, mais on a besoin d'être utile. Je pense que la vie m'a bien gâté. J'ai eu la possibilité dans ma carrière de découvrir plein de belles choses. Et maintenant, il faut rendre aux autres. Vous savez, nous, les sportifs, nous sommes des gens généreux, très spontanés. Donc, je suis, moi, maintenant, dans une situation où maintenant, je peux rendre et puis me mettre à la disposition des autres. C'est ce que je fais en tant que footballeur et peut-être dans la vie civile de tous les jours. On était très heureux de vous recevoir, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous rappelle deux informations que nous avons traitées dans cette édition. Les manifestations des retraités, il y a eu des dizaines de milliers de personnes
qui ont défilé un peu partout en France, notamment à Paris, mais dans plusieurs grandes villes françaises, pour manifester leur inquiétude sur les systèmes de retraite. Et puis au Havre, la fin annoncée des chantiers navals. Plus de 2000 emplois sont ainsi menacés. Dans un instant, la météo de Sophie Davant, suivie du point route de Valérie Maurice. À 20h55, envoyé spécial avec un reportage de Bernard Lavilliers réalisé sur le Congo et puis une enquête sur le bug de l'an 2000. Le dernier journal, c'est Christophe Tortora. Et puis demain à 13h, vous retrouverez Rachid Arabe et Carole Gessler. Et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.